Bonjour à tous et merci d'être là cet après-midi. Merci au CNAP d'avoir organisé cette journée. Je remercie aussi tous les photographes avec qui on a correspondu, Fanny Escoulen et moi-même, lors de la préparation de ce petit rapport que nous avons remis au CNAP à propos du paysage de la photographie documentaire contemporaine qui se dessine au travers des projets soutenus ces dernières années par le CNAP. En fait, on a, avec Fanny, comme donc elle vous l'a dit, on a eu ce rapport, cette question à laquelle on a été confrontés. Voilà, quel paysage de la photographie documentaire contemporaine se dessine au regard des projets soutenus par le CNAP. Et nous avons envoyé des questionnaires à la plupart d'entre vous, où on vous posait notamment la question « Qu'est-ce que la photographie documentaire pour vous ?» Alors on a reçu des réponses diverses qui tournaient beaucoup autour de la représentation du réel, rendre compte, restituer le réel. Beaucoup d'entre vous aussi nous ont parlé du contact humain, de la rencontre, d'autres de l'engagement, puis quelques-uns de l'immersion. Et moi-même, puisque je fais du documentaire radiophonique, donc sans image, mais avec le même but que vous, qui est de montrer quelque chose, j'ai été amenée à me poser cette question toute simple qui est, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait du documentaire ? Et j'ai repensé à une phrase que m'a dite quelqu'un qui m'est très cher et qui est aussi documentariste, et qui m'a dit, en fait, on travaille chacun sur un sujet. Voilà, tout ce qu'on fait en documentaire, sur un parcours se rapporte finalement à un sujet. Et donc je me suis dit que ce sur quoi vous travaillez tous, quel personnage, quelle communauté, quel lieu, quelle époque, quel que soit ce sur quoi vous travaillez, ça nous donne des clés sur ce que vous êtes, sur ce qui vous obsède, sur ce qui vous interroge, sur ce qui vous anime. Et encore plus loin que cette notion d'engagement que je viens d'évoquer, que j'ai évoqué un peu plus haut, il y a la place qu'on occupe, qu'on veut occuper dans un projet documentaire. Il y a l'usage de la première personne que j'ai noté dans pas mal de projets que vous avez soumis au CNAP. Et il y a donc cette volonté d'immersion dans un lieu parmi une population. Et donc, rendre compte du réel, c'est une chose, mais se positionner par rapport au réel, se positionner physiquement, mais aussi moralement, politiquement, esthétiquement, artistiquement, par rapport au réel, c'en est une autre. Et c'est peut-être cette question-là du qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis là, comment est-ce que je peux rester là un certain temps, qui nous fait quitter la sphère du reportage pour entrer dans le documentaire. En tout cas, c'est mon hypothèse de travail qui va peut-être être infirmée ou complètement démontée par les trois photographes que j'ai invités à me rejoindre à cette table et que je remercie d'être là. Olivier Jobard, tout d'abord. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez été soutenu à 2 reprises par le CNAP, une fois en 2013, il me semble, et l'autre fois en 2017. Et vous travaillez beaucoup sur la notion, sur les aventures de traversée, de périples migratoires notamment. Et là, vous avez été soutenu donc en 2017 pour un projet que vous avez intitulé Le voyage de Gorban. Donc Gorban, c'était un petit garçon qui a grandi depuis. Vous l'avez rencontré quand il avait 12 ans. Il venait d'arriver d'Afghanistan, il était seul, il n'avait pas de papier, il dormait sous les ponts et une relation d'amitié est née entre vous deux. Vous l'avez suivi dans son itinéraire, l'obtention des papiers, l'obtention du bac, le premier vote et puis le voyage retour en Afghanistan où il a essayé de retrouver sa mère. À côté d'Olivier Jobard, Elena Perlino, bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur les minorités ethniques, religieuses notamment. Vous avez travaillé au Québec, vous avez travaillé également en Italie, en France, là, dans le quartier de la Goutte d'Or, un projet qui a été soutenu par le CNAP en 2015, Microcosme. Donc vous avez photographié le quartier dans lequel vous vivez, donc celui de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement. Marion Poussier. Bonjour. Vous avez également été soutenu par le CNAP en 2015 pour un projet intitulé Nowruz, un voyage que vous avez fait pendant 6 mois avec votre compagnon et vos 2 petites filles en Iran. Et voilà, il est question beaucoup dans votre travail de famille, d'enfance, d'adolescence, d'évolution des corps dans ce genre de cadre-là. Et donc Nowruz parle aussi un peu de ça, mais pas seulement, c'est ce qu'on va voir. Alors,
une première question que je vais poser à tous les trois, parce que même si vos 3 projets sont très différents, il y a quand même un point commun qu'on peut dégager assez facilement, c'est que vous photographiez votre quartier, Olivier, vous partez d'une amitié, Marion, vous partez de votre famille, donc vous mettez au centre de vos projets quelque chose d'infiniment intime. Comment une amitié, comment vos relations familiales, comment votre lieu de vie sont devenus des sujets de documentaire? À quel moment et comment? Marion Lucier. Je commence. Pour moi, c'était la première fois, on va dire, que j'impliquais... je photographie toujours des gens, mais jamais des gens qui me sont proches. C'est-à-dire que j'ai envie de parler de l'adolescence, peut-être de mon adolescence, mais je vais aller sur un territoire où il y a des adolescents. Je vais parler de l'enfance en allant dans une école. À chaque fois, c'est on va dire une communauté dans un lieu, donc l'enfance dans l'école, l'adolescence dans la colonie de vacances. J'ai abordé la question de la famille, mais surtout pas par le biais de ma famille. Donc c'était des familles dans le cadre assez fermé de leur maison, mais qui étaient des familles que je connaissais pas. J'ai parlé de la vieillesse dans les maisons de retraite. Et puis là, c'était, je pense, un projet plutôt de rupture où tout d'un coup, je m'embarque dans un grand voyage et où ma famille m'accompagnait là. Et ce qui m'intéresse, c'est pas le regard que je vais avoir sur ma famille ou sur cette intimité, mais plus le regard que je vais porter je me sers de ce voyage-là pour emprunter le regard de mes enfants, en fait. Et donc, plus qu'un regard sur l'enfance, c'est un retour en enfance. L'idée de du coup, je raconte un peu la jeunesse du projet. Oui. L'idée de Parce que ce qui est intéressant, excusez-moi, je vous interromps, c'est que en fait, au départ, il était juste question d'un voyage avec votre famille et que le projet est né après. Vous ne vous êtes pas dit, tiens, mon projet, ça va être ce voyage. Non, après, il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes et en fait, c'est un voyage, moi, que je veux faire depuis très petite parce que j'ai grandi dans le récit du voyage de mes parents qui photographiaient beaucoup et qui sont partis avant que je sois née pour un grand tour du monde. Et donc j'ai grandi dans le récit et dans les images de ce voyage-là, dans lequel ils ont emmené mon grand frère. Et moi, j'étais pas née. Et donc, depuis toujours, je veux faire ce voyage que j'ai pas eu la possibilité de faire enfant avec eux. Et donc, cette chose se concrétise. Et ma première envie est de... je connais l'Iran, j'y ai déjà été. Et j'ai fait plusieurs reportages pour la presse ou des projets plus personnels. Et j'ai envie de redécouvrir ce pays-là comme si j'étais enfant, en fait. Et j'ai envie de me servir du regard de ceux qui sont avec moi, qui n'y sont jamais allés, pour essayer de me dire, de retrouver un regard un peu vierge sur ce territoire-là, et de me dire comment je pourrais le voir comme si je l'avais jamais vu. Et donc voilà, l'idée, c'est pas de photographier mes enfants dans le pays, mais plus de de retrouver un regard d'enfant grâce à eux, grâce à elles. Et puis après, ça m'échappe parce que aussi elles vont se faire je ne peux pas être dans leur tête, donc ça peut être qu'une projection. Et puis, ce sont elles qui vous emmènent, en fait. Elles partent dans leur propre monde aussi, quoi, à un moment donné. Olivier Jobard, l'amitié que vous avez tissée, ces liens d'amitié que vous avez tissés avec ce jeune garçon, Gorban, il préexistait à ce projet que vous avez mené avec lui. À quel moment vous vous êtes dit que la photo, que cette amitié-là devait être documentée, que son parcours devait être documenté? Alors en fait, je l'ai je l'ai cherché. Enfin, je suis tombé un peu sur lui par hasard, pas très loin de chez moi, mais dans l'optique de. Enfin, il y avait quelque chose je cherchais quand même des mineurs isolés pour raconter leur vécu. Je ne savais pas du tout jusqu'où ça m'amènerait. Je ne savais pas du tout que je tomberais évidemment sur Gorban. J'ai commencé par suivre un groupe de jeunes. Dans le quartier près du parc Villemain, là où ils sont régulièrement. Et en fait, c'est presque plus lui qui m'a choisi, en fait. C'est lui qui a attiré mon attention, c'est lui qui, on le voit d'ailleurs, qui vous regarde, qui cherche mon attention. Enfin, après mon attention, parce que j'étais là, ça aurait été n'importe quelle autre personne qui aurait prêté ne serait-ce un peu d'attention auprès de Gorban, pouvait aussi évidemment établir cette relation. Et alors, Gorban ne savait pas à l'époque, les premières fois où je l'ai vu, il dormait sous les pompes, enfin dans les parcs avec ce groupe de jeunes, et ils étaient tous à ne pas savoir s'ils voulaient aller en Allemagne, en Angleterre, dans les pays baltes. Ils ne savaient pas du tout où est-ce qu'ils voulaient aller.
et voilà. Et moi, j'ai simplement passé un petit peu de temps avec eux, créé quelque chose avec lui, mais on ne se comprenait pas. Moi, je parle pas d'Ari, lui, il parlait pas français à l'époque. Donc, j'ai commencé à enregistrer. Il me parlait, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Donc, j'ai commencé à enregistrer parce que c'était en 2008, les premiers boîtiers qui avaient un mode vidéo. Donc, j'ai commencé à enregistrer c'est ce qu'il essayait de me dire pour essayer de le traduire après. Et voilà, et l'amitié. Enfin, je savais pas. C'est un accident, quoi. C'était pas du tout prévu. Et petit à petit, j'ai gardé son contact. Il a d'abord été dans un premier un centre pour jeunes, un premier centre d'accueil. Où j'ai pu un tout petit peu photographier, puis après il a été présenté à l'aide sociale à l'enfance qui a tout de suite dit oula, attention, mineur, absolument interdit de photographier, donc j'ai plus du tout eu le droit de le voir. Et finalement, le seul endroit, donc là il était pris en charge, ça a été un peu long, mais pendant toute cette période, j'ai pas quasiment pu le voir, j'avais quasiment l'interdiction de le voir. Le juge, qui était son juge de tutelle, avait bien précisé à Gorbat qu'il ne fallait plus qu'il voie le journaliste qui le suivait partout. Bon. C'était un peu embêtant. Et puis en fait, il allait pas bien, et moi je continuais à le voir en cachette, mais du coup je voulais pas non plus le mettre en porte-à-faux. Ça, c'est le premier foyer où j'ai eu le droit parce que le foyer était en faillite. En fait, il était repris par la Croix-Rouge, et donc il y avait une absence de direction à cette époque-là. Donc tout ça, c'est des accidents, bref. Et du coup, très vite, il allait mal. Donc moi j'étais assez présent, mais finalement j'étais juste présent avec lui sans forcément faire des images. Et puis le foyer l'a envoyé voir un psy dans une mission de Médecins sans frontières. Et il est allé voir ce psy, et quand le psy a commencé à lui poser des questions sur sa vie, il a répondu au psy, mais en fait j'ai pas besoin de vous parler, moi je parle déjà à mon photographe. Et donc du coup ça a évidemment éveillé la curiosité du psy qui a voulu me rencontrer. Et donc on a établi moi je voulais pas quitter Gorban, je voulais continuer à avoir un œil sur lui. C'était un môme qui me touchait. Vous en parlez d'ailleurs beaucoup de votre ressenti par rapport à cette rencontre dans votre projet que j'ai pu lire via le CNAP. C'est voilà, quand vous l'avez rencontré, vous êtes resté sans voix. Vous racontez beaucoup ce que vous ressentez à son contact dès le début. Oui, c'est un petit môme qui m'a touché, quoi. Voilà, je pense que n'importe qui aurait pu l'être. À ma place, mais du coup, du coup est née une idée de narration, donc assez rapidement en fait, puisque j'avais plus le droit de le voir à part finalement chez le psy, qui a accepté que je rentre sous certaines conditions lors des entretiens, et que j'enregistre justement ces échanges. Et voilà, et donc voilà, après est née cette histoire bon, puis après il y a eu c'est là que l'histoire commence réellement, c'est là où j'ai découvert justement sa vie, c'est là où j'ai découvert, c'est là où même lui a évolué en fait entre les premiers entretiens ou les premiers témoignages qui me disaient, enfin c'était pas des témoignages, mais les premiers mots qui me disaient qui sont souvent à l'arrivée des mots qui sont des mots un peu appris par cœur, d'une version de leur histoire, un fantasme de leur histoire, comme nous on a des fantasmes qu'on voit des migrants, où en fait il s'adressait à moi comme il se serait adressé à une autorité qui pouvait lui donner ou non l'autorisation de rester en France. Donc ses parents étaient morts, il était orphelin, enfin c'était vraiment. Et puis en fait, petit à petit, évidemment, on a découvert une histoire, une autre histoire, bien différente. Et on va en parler tout à l'heure de cette production d'un nouveau récit, mais ce que je voudrais que vous rajoutiez peut-être, Olivier, c'est que dans le projet que vous avez soumis au CNAP, vous dites cette phrase qui est nous avons décidé ensemble de raconter son histoire. Donc le point de départ de ce documentaire, il vient non seulement de vous, photographe, mais de lui, et donc c'est un projet qui tient de vous deux, et vous m'avez dit il y a quelques jours au téléphone, ce projet il peut l'arrêter à tout moment. Donc c'est la première fois qu'un projet tient autant pour vous à son sujet? Bah non.
lorsque j'ai suivi Kingsley à Camerounais en 2004, il pouvait aussi du jour au lendemain décider de continuer la route sans moi. Je veux dire, alors j'établis une relation de confiance, d'amitié, d'intérêt commun suffisamment intime pour pas rompre justement ce lien. Mais ça arrive régulièrement avec les personnes que je photographie que le lien soit rompu pendant un temps. Kingsley, en arrivant en France, en a eu marre de moi, clairement. Enfin, il a voulu un peu, voilà, il en avait marre d'avoir cette étiquette d'ex-migrant, et il a voulu vivre sa vie. Vivre sa vie seul, et puis on continue à se voir. Je veux dire, je l'ai photographié il y a 15 jours parce qu'il a acheté une maison et il a déménagé. Enfin, j'ai d'abord aidé à déménager, et après j'ai pu le photographier devant sa maison neuve. Voilà, et Gorban, c'est pas encore arrivé, mais ça pourrait le devenir. On a aussi des relations assez tendues. Alors, enfin, pour établir aussi le lien que j'ai avec Gorban, donc ces accidents cumulés ont fait qu'il soit. On fait ce premier projet, ensuite on a fait un film avec ma compagne, et puis au moment où il a 18 ans, et où il a quitté son foyer où il était très encadré avec les éducateurs, il était dans un foyer jeune travailleur, et là, du coup, du jour au lendemain, il s'est retrouvé responsable de lui-même, sans aucun regard, sans aucun... Et là, il nous a demandé si on pouvait être ses parrains républicains. Ce qui, juridiquement, n'a déjà pas une grande valeur, mais qui, d'autant plus, une fois qu'il a 18 ans et qu'il avait déjà une nationalité française, n'avait vraiment aucun intérêt d'aide administrative ou juridique, si ce n'est que psychologiquement, pour lui, c'était important d'avoir justement qu'on soit là, en France, auprès de lui, pour surveiller ses notes en classe, par exemple, pour surveiller ses absents. Enfin voilà, et je pense qu'il avait besoin de ça, d'un regard extérieur. Et donc c'était une marque de confiance aussi, et aussi parce qu'on est un peu les seuls finalement à s'intéresser à lui. Par intérêt aussi, hein, je sais pas, voilà. Mais du coup, ça fait une relation qui est très forte, pardon. Elena Perlino, alors contrairement à Olivier Jobard et à Marion Poussier, pour qui le voyage et cette relation d'amitié préexistaient un tout petit peu quand même au début, au premier jalon de leur travail documentaire, vous avez utilisé, m'avez-vous dit, l'appareil photo, la photo, pour nouer des liens dans votre quartier, et pourtant, vous vouliez raconter quelque chose qui ne vous appartenait pas spécialement, la vie des minorités ethniques, religieuses dans ce quartier de la Goutte d'Or, la gentrification, voilà, enfin, et donner une autre image d'un quartier que l'on présente souvent sous l'aspect insécurité. C'est moi qui fais ça? Non. Insécurité. Il m'a dit qu'il fallait être près. D'accord. Ah, comme ça, oui, ça change tout. Donc, vous vouliez raconter autre chose que ce qu'on connaît de la Goutte d'Or, à savoir l'insécurité, la drogue, et finalement, il se trouve que vous avez parlé un peu de vous, que vous avez noué des liens d'amitié, et que tout d'un coup surgit l'intimité sous les traits de votre fille. Alors, est-ce qu'il était prévu ce glissement du reportage un peu sociétal au documentaire ? Est-ce qu'il était prévu à la base, ou est-ce que ça vous a surpris tout d'un coup de vous retrouver à photographier votre fille, par exemple ? Je pense qu'on ne sait jamais à l'avance où on va arriver dans la photographie, mais dans la vie en général. Et ça, c'était le cas. J'ai commencé à habiter à la Goutte d'Or en 2012. En 2013, j'ai compris que j'aimais beaucoup le quartier à niveau photographique, à niveau humain. Et pendant 5 ans, j'ai cherché de trouver un équilibre entre moi comme habitant du quartier et moi comme photographe, qui n'avait pas besoin de s'éloigner trop, de voyager pour trouver un objet de recherche. Et les côtés autobiographiques, et même à mettre ma fille en des images, on verra, c'était un choix naturel parce qu'elle appartient à mon univers. Et moi, je ne me suis jamais mis dans les images. Je ne considère pas, en fait, mon rôle de photographe ne prévoit pas une perspective autobiographique. Je ne l'ai jamais fait parce que je me cache bien derrière l'appareil photo. Donc, je préfère observer le monde sans moi. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à raconter, donc c'est ça que je veux raconter. Et dans le cas du quartier, ça m'intéressait
en première, montrer quelque chose que c'était mon quotidien et aussi un univers qui, avec une énormité de choses extraordinaires que j'ai trouvées, qui rentre en conflit avec l'image que j'avais reçue du quartier par rapport à la violence, à un sentiment d'instabilité et d'insécurité continue que je ne pouvais pas partager parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des problèmes de délinquance, mais il y a aussi à côté des expériences qui n'ont rien à voir avec ça. Et dans les projets, je voulais montrer c'est aussi ce moment de légèreté, d'apaisement qu'on peut expérimenter tous les jours. Et c'est un documentaire qui commence dans la rue, sur les trottoirs, devant les façades des commerçants, et qui peu à peu s'avance dans les appartements, puis dans les chambres, et puis chez vous. Oui, il y a toujours... J'aime bien passer du temps dans l'espace public et me laisser merveiller par ce qui se passe. Ça prend du temps. En fait, je pense que pour un photographe, la patience et l'être têtu, c'est deux éléments qui n'ont rien à voir avec la technique, mais sont nécessaires. Et après, bien évidemment, on se connaît avec les personnes qu'on photographe et on peut passer des moments plus personnels, plus à la maison. Donc, j'aime bien les moments de l'improvisation et j'aime aussi quand on peut se poser et passer du temps ensemble parce que même là, ça peut sortir des choses très intéressantes. Alors, dans vos 3 projets, Marion Poussier, Elena Perlino et Olivier Jobard, j'ai presque envie de dire qu'il ne manquerait plus que vous, parce que ce sont des sujets tellement proches de vous, finalement. Marion Poussier, je sais que vous n'avez pas voulu faire un documentaire sur votre famille, mais l'image de votre famille est quand même assez présente dans vos photos, et du paysage tel que vos filles le perçoivent. Enfin, c'est quelque chose qui transparaît, en tout cas via mon regard dans vos photos. Elena Perlino, pareil, vous photographiez, donc, comme je viens de le dire, votre quartier, votre lieu de vie. Olivier Jobard, un jeune garçon de qui vous êtes devenu très proche. Est-ce que l'idée de vous mettre un peu plus dans le champ de ces photos, c'est à un moment posé ou pas du tout? Et sinon, pourquoi? Marion Poussier. Moi, personnellement, ou ma famille? Oui, vous. Personnellement. Non, la question s'est jamais posée. Enfin, c'était même hors de question. Enfin, je pense que je suis dans le projet dans le sens où ce projet-là, pour moi, c'était quelque chose de complètement différent par rapport au reste de ce que je fais. Et c'était vraiment un temps de recherche, de création et de... Il y avait l'idée, je vous ai dit, on avait accroché une petite phrase dans le camping-car de Jean Genet qui dit « Créer, c'est toujours parler de l'enfance. Ce serait le seul vrai temps présent qui n'a pas conscience d'hier ou de demain. Le seul temps plein qui ne se fait pas croire à une ligne ou une chronologie. » Et donc, on était dans un espèce de temps un peu complètement à part. Et donc, il y avait cette idée de retour en enfance, d'essayer des choses, de prendre le temps d'observer ensemble. Et dans ce sens-là, je trouve que c'était important aussi pour moi, à ce moment-là, d'être avec mes enfants et de se poser et de prendre une chambre et de regarder, de se poser la question de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que ça nous raconte. Donc, je suis dans les images dans le sens où je suis enfant avec elle, en fait. Mais moi, me mettre dans l'image, non, absolument pas. Elena Perlino, sur cette question, est-ce qu'à un moment, la question s'est posée de vous mettre dans le champ, puisque vous photographiez des choses assez proches de vous? Mais je pense que même si on ne me voit pas directement, on peut voir les regards à travers les images. Et donc, je ne suis pas là physiquement, mais je suis là par exemple, dans le choix de choisir, par exemple, des moments surréalistes. C'est une chose que ça m'appartient dans le sens de, pour regarder le monde, j'ai fait ça, je cherche de raconter aussi des moments d'apaisement et de surréalistes. Et donc là, je sors comme présence, sans être physiquement dans les images. Par rapport à la choix d'inclure ma fille, j'ai mis dans les projets qu'après, elle est devenue un bouquin 111 images, et c'est la seule présence vraiment en lien avec un discours d'autobiographie. Et c'était, je pense, nécessaire parce que quand on arrive à terminer un projet, des fois on se pose des questions. Par exemple, pour moi, la question, c'était que beaucoup de photos que j'avais réalisées, il avait changé des destinations. Beaucoup de personnes que j'avais connues étaient parties. Et là, la présence de ma fille, ça pose aussi un moment temporel précis, parce qu'après, maintenant, elle est grandie. Donc, ça part d'un temps et d'un lieu spécifique. Donc, c'était nécessaire aussi sa présence.
Olivier Jobard, vous, est-ce que ça vous est venu à l'esprit de vous mettre un tout petit peu plus dans le champ, que ce soit vous physiquement ou par l'écriture, par un cadre différent, une manière différente de prendre Gorban en photo? En fait, j'essaye plutôt de trouver des subterfuges pour pas avoir à me mettre en devant de la scène. Ça marche plus, c'est pas grave. Et donc l'entretien, la narration, le fil narratif avec l'entretien qu'il pouvait avoir avec Stéphane, son psychologue, marchait assez bien justement. Ça m'évitait même de moi-même de l'interviewer, de lui poser des questions. Par contre, c'est vrai que ma démarche, c'est pour devenir transparent, il faut aussi beaucoup donner. Il faut vraiment créer ce lien, pouvoir partager des secrets ensemble, et au point de finalement de faire un peu tapisserie, quoi. Et c'est vrai, quand on est retourné en Afghanistan, où là je savais pas du tout comment je serais reçu, je savais pas du tout si je pourrais voir sa mère, par exemple, qui est une femme, je savais pas du tout comment ça se passerait. Finalement, on a vraiment fait partie de la famille. On a été accueillis, donc on était deux en plus avec Claire, donc ma compagne, avec qui et c'est vrai qu'on a été accueillis comme des membres de sa famille, et du coup, il s'est passé des choses devant nous qu'on n'imaginait même pas. Il y a la photo où Gorban est sur les genoux de sa mère, en fait, ils se disent tout ce qu'ils n'ont pas pu se dire pendant 10 ans. C'est un moment extrêmement fort. Enfin, il y a une séquence vidéo qui dit tout, qui dure 8 minutes, qui moi me bouleverse à chaque fois que je la vois. Et on s'imaginait pas. Enfin, on les voit donc tous les deux. On sent qu'il se passe quelque chose. On comprenait pas du tout ce qui se passait. Alors, Claire parle un peu d'arabe, mais en plus ils ont un accent iranien, donc c'est un peu compliqué. Mais ils nous ont autorisé à filmer ça. Ils étaient conscients qu'on était évidemment là, parce que la pièce est tout petite, et après on leur a montré. Moi j'étais tellement gêné quand je l'ai fait traduire, donc je l'ai montré à Gorban, je lui ai dit mais ça te gêne pas, ça va être... Et au contraire, il était content qu'il y ait ce témoignage. Enfin, lui avait dans son idée, dans son intérêt justement de participer à ce projet, justement cette idée justement de témoigner, voilà, donc et alors oui, la question, pardon, par rapport à alors du coup, par contre, je trouve intéressant quand on présente le projet de dire jeu et d'expliquer un petit peu cette relation. Ça m'est arrivé par exemple en 2004 sur Gorban de pas vouloir me mettre du tout en avant en me disant c'est Gorban, c'est Kingsley, pardon, que j'avais suivi, et donc c'était aussi ces mots, c'est lui qui avait en fait écrit sous chaque image, pardon, et plusieurs fois on m'a fait la réflexion en me demandant si c'était de la fiction, si c'était pas inventé, pas rejoué, et donc j'étais tellement vexé de ce genre de questionnement que du coup je me suis dit il faut quand même que j'explique un peu comment on s'est rencontrés, comment ça s'est passé, et donc là du coup je suis bien obligé de me mettre en avant pour expliquer les dessous du projet, ou l'amont, enfin voilà, pour mettre un espèce de cadre pour qu'on n'imagine pas autre chose, ou bon, voilà. Et vous insistez beaucoup tous les trois, en tout cas quand je vous ai parlé séparément avant cette table ronde, et puis même là, vous pointez aussi, vous semblez pointer cela aussi, Olivier Jobard, cette notion de distance. Voilà, quand on photographie quelque chose d'aussi sensible par rapport à nous, d'aussi proche de nous, il faut trouver la bonne distance. Et d'ailleurs, Marion Poussier, c'est ce que vous me disiez aussi, vous êtes parti aussi loin avec cette volonté de retrouver un terrain vierge, un regard vierge, et en même temps, voilà, il s'agissait de vos deux filles, et donc trouver la bonne distance, ne pas faire des photos de vacances, photographier ces deux petites filles, et ne jamais perdre cette dimension artistique. Par quoi ça passe, par quelles étapes ça passe de trouver cette bonne distance, Marion Poussier? Alors là, dans ce cas précis, c'était deux choses. C'était que je faisais le constat que dans mes précédents projets, je revenais tout le temps à des je dirais pas que c'est des automatismes, plus comme des obsessions, parce que je pars pas en me disant je vais photographier comme ça, mais à chaque fois je me positionne de la même manière, et j'arrivais dans un rapport justement à l'autre, à comment je voulais le photographier, qui se répétait.
Et je suis arrivée à un moment où je me suis dit, est-ce que ça devient un automatisme? Et j'avais envie de casser tout ça. Et ce voyage-là arrivait à un moment justement où tout d'un coup, j'avais le temps, j'avais l'espace, j'avais tout pour peut-être essayer d'autres choses. Donc j'ai mis de côté déjà tous les appareils avec lesquels je travaillais habituellement. J'ai emporté des appareils dont je m'étais jamais servi. Dans l'idée justement de vraiment de réapprendre, quoi, de me dire je remets tout de côté. Le projet s'appelle Nowruz, Nouveau Jour. Enfin, il y avait cette idée-là de tout mettre à plat et de justement avec mes enfants de regarder autrement et du coup effectivement peut-être de chercher une autre manière de voir les choses, de les regarder, une autre distance pour approcher les choses, plus cette question effectivement qui pour moi était très problématique, qui était que oui, il y avait ma famille avec moi dans le voyage, mais je voulais surtout pas faire un road trip photographique ou photographier mes enfants, et donc cette question, je me la posais, oui, comment je vais photographier ma propre famille, ça me posait problème. Mais d'ailleurs, la distance, comme on le voit, par exemple sur cette photo, mais sur d'autres aussi, elle est aussi physique. Vous photographiez beaucoup vos filles de loin. Ce sont deux petites silhouettes perdues dans un paysage. Pas toujours, certes, ouais. mais est-ce que ça s'est passé aussi par là, justement prendre physiquement, au sens propre, cette distance? Ouais, pour moi, la distance, c'est avant tout, enfin, ça commence par physiquement, par une distance, oui, à quelle distance je me mets de la personne que je photographie. Ça commence par ça. Enfin, ça commence par ça. C'est plus compliqué justement avec ma propre famille. Quand c'est quelqu'un que je ne connais pas, j'ai plus d'intuition pour trouver la bonne distance, la justesse entre le rapport que j'entretiens avec la personne et la manière dont je vais faire une image. Avec ma famille, c'est plus compliqué parce qu'on a forcément une proximité physique, enfin, on se connaît différemment. Donc il faut partir de quelque chose de proche pour recréer une distance. Donc c'est un peu plus compliqué. Et puis après, ça vient surtout dans le... Comme c'était vraiment un temps d'expérimentation, j'ai des centaines, des milliers d'images, ça part dans tous les sens. Donc le choix après d'affirmer quelque chose se fait dans le choix des images, dans le récit, et puis du coup ce mélange, cette idée qui est vaine, où je me dis je vais essayer de voir à travers le regard de mes filles, c'est pas possible, je peux pas savoir ce qu'elles regardent. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, une projection, un imaginaire. Oui, un imaginaire, et puis ça se mélange avec... elles vont s'autonomiser. Enfin, il y avait des, comment dire, des allers-retours qui se faisaient entre le domaine du sensible, quoi, du paysage, de ce qu'on traversait, avec lesquels elle jouait, et avec lesquels elle créait un imaginaire. Et voilà, tout ça je sais plus, je me suis perdue dans le fil. Non, mais on voit bien, voilà. On va parler de toute façon du choix des images, parce que vous en avez, en tout cas, je sais pas Olivier, mais j'imagine que vous en avez pris beaucoup des photos de Gorban sur le choix des images et la production d'un nouveau récit. Mais tout d'abord, je voudrais entendre Elina Perlino sur cette question de distance. Vous m'avez plutôt parlé de frontières. Comment est-ce qu'on met la frontière dans un lieu de vie qui devient tout d'un coup un lieu d'observation et de travail? Comment renouveler son regard sur un lieu où il y a ses commerces, l'école de ses enfants, son appartement? Mais dans mon cas, la distance était pas physique, parce que j'aime bien être très proche. J'utilise un 35 mm parce que je veux que ce soit un échange, en première un échange humain, un échange entre deux personnes, et après, ensuite, cet échange, ça trouve la formule de la représentation photographique. Mais c'était nécessaire, en tout cas, pour ce projet, un prix de distance psychologique, surtout parce que, bon, quand on est toujours pressé de faire les courses, accompagner les enfants à l'école, et donc on oublie de se poser pour regarder et prendre le temps vraiment d'accueillir un instant que c'est pas prévu. On ne sait pas trop quand ça va arriver, mais on sait que ça va se produire et que nous, on doit être prêts à photographier. Donc c'était plutôt une prise de distance, de dire je ne fais pas autre chose, je laisse tout le reste à côté, je m'isole 5-6 heures pour me dédier à ça. Et donc, quand je sortais de la maison, avec mon appareil photo, je n'avais pas autre chose à faire. C'est passé par l'attente. C'est passé par l'attente, oui. Oui, c'est passé par l'attente, et aussi savoir qu'on n'a pas d'autres choses prévues, mais on est prêt à accueillir quelque chose, que ça va se produire à un moment donné. Et simplement, si on n'a
pas la patience ou la capacité d'être disponible parce qu'on pense à autre chose, c'est pas possible de même à faire la photo. Donc c'est nécessaire. Olivier Jobard, dans votre série consacrée à Gorban, il y a des moments très forts, comme on l'a vu. Il y a des moments voilà, où on le voit dormir dehors. Il y a des moments où on le voit à la soupe populaire, où on le voit voter pour la première fois. On le voit en cours. Donc ça, ce sont des moments assez forts. Des moments de retrouvailles avec sa famille en Afghanistan, encore plus forts. Et puis, il y a des moments de flottement où il ne se passe pas nécessairement grand-chose. On le voit dans le métro, on le voit dans un parc, dans une attitude de désœuvrement. Comment se sont faits les choix de prise de vue, à quel moment vous vous êtes dit bon ben voilà, là je vais le photographier, et comment vous avez choisi les photos de manière à raconter une histoire par la suite? En fait, ah bah oui. Alors, je vais parler. Allô? Je vais prendre ce micro. En fait, c'est non. Bon, je vais parler sans micro. Celui-ci. Ah oui, j'allais me faire. Ok. Alors en fait, ce qui a été encore très chaotique et pas très pensé, c'est que quand Gorban est allé voir Stéphane chez ce psychologue, j'ai commencé à enregistrer le son en me disant ça va être mon fil narratif. Et puis après, je me suis dit ben je vais faire de la vidéo, donc j'ai commencé à filmer. Et petit à petit, en fait, le film a pris le dessus sur les photos, au point même que la photo des retrouvailles, c'est pas une photo, c'est une capture de vidéo, quoi. Donc j'en suis là. Je suis un peu perdu, en fait. Moi, voilà, en suivant Gorban, je suis, en fait, en 8 ans, je suis passé de photographe, je crois, à réalisateur. Enfin, j'en sais, enfin, et du coup, c'est vrai que j'ai fait de moins en moins de photos. Voilà, je sais plus bien ce que je voulais dire par rapport à ça, mais en fait, voilà, je suis un peu perdu par rapport à ça, très clairement. Je sais plus du tout où je vais, et je fais un peu de tout, et même j'essaye de récupérer des vidéos en fait qu'a pu faire Gorban, et des selfies, parce que c'est quand même la génération selfie. Donc voilà, je mélange un petit peu aussi bien des captures, enfin des images de vous n'avez pas fixe. Forcément maîtrisé la narration, c'est ça que vous voulez dire? Elle s'est imposée à vous? Oui, alors oui. Moi, j'aime bien me faire. Enfin, j'aime bien que ce soit des accidents de vie du réel qui m'amènent quelque part. Je le revendique, et des fois, ça m'amène nulle part. Là, je suis sur un projet avec quelqu'un d'ailleurs, et ça tourne en rond. Ça fait 2 ans, et je pense que ça va. Je sais pas quoi en faire parce qu'il se passe rien dans sa vie. Et j'espérais plein de choses. Enfin, j'ai toujours espoir qu'il se passe des choses. C'est un monsieur qui est sorti de prison, qui a fait 18 ans de prison. Et je tourne en rond avec lui parce que il a pas trouvé de boulot, il a pas retrouvé son fils, il a pas. Je m'étais mis plein d'objectifs. Intérieurement, hein, je me suis dit que ça pouvait marcher. Après, donc alors ça peut aussi être une histoire, mais c'est vrai que c'est moins facile à raconter, moins visuel. Voilà, donc il faut trouver des subterfuges de réalisation là pour le coup pour que ça passe. Et est-ce qu'à contrario, il y a des moments dans la trajectoire de Gorban, de ce que vous avez suivi en tout cas, que vous avez renoncé à photographier parce que vous vous êtes dit que c'était trop ou... Alors non, en fait alors non, il y a plein de moments où où j'ai vu Gorban sans le photographier. Notamment ce que je disais au moment où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à ce qu'il ait 18 ans, puisque j'avais interdiction de le photographier. Donc du coup, j'avais pris un accord avec lui où j'avais dit je continue à te photographier, mais pas dans ton foyer évidemment puisque ça m'est interdit, pas à l'école puisque ça dépend du foyer, pas dans toutes les sorties qui dépendaient du foyer, tout dépend du foyer des éducateurs. Je voyais les éducateurs, parce que j'avais fait des demandes, ils avaient été très courtois avec moi. Quand Gorban a eu un accident, ils m'ont appelé pour me prévenir, je suis allé le voir à l'hôpital, mais j'ai pas fait de photos. Et c'est pour ça que je lui ai demandé, enfin je n'ai pas demandé, mais j'ai récupéré par la suite des photos que lui avait faites de ces moments d'absence où moi j'étais absent.
Et donc je me suis refusé pour ne pas le mettre en porte-à-faux vis-à-vis de l'aide sociale à l'enfance. Il a d'abord été placé dans une famille aussi, j'ai oublié de le dire, puis ça n'a pas marché. Enfin voilà. Et son accès à la scolarité, puis après à l'obtention de ses papiers, ont été suffisamment chaotiques pour ne pas que je rajoute un obstacle supplémentaire par ma présence, et à un moment ça l'était, donc je me suis tout de suite retiré de manière à pas plus compliquer les choses. Et j'ai trouvé ce subterfuge avec le psy, ça je vous l'ai déjà dit. Et voilà. Et à quel moment de vos projets respectifs, enfin vous du coup Marion, il y a une fin qui est celle du retour en France, mais quand est-ce que vous vous dites c'est bon, on arrête? Par exemple là, Gorban, vous êtes toujours en lien avec lui, Olivier Jobard. À quel moment vous vous dites bon là on arrête? Et où est-ce qu'il est question déjà d'arrêter? Non, alors moi très vite, l'obtention de la nationalité française était un objectif. Le fait que je puisse, le fait qu'il ait 18 ans, enfin déjà dès le début, oui, j'avais aussi passé un accord avec lui. Je dis, je continue à faire des photos en cachette et chez Stéphane, mais évidemment, je ne sortirai rien tant que tu n'as pas 18 ans. Et c'est aussi le contrat qu'on avait avec Stéphane, avec son psychologue. Donc déjà, ça donnait un but. Bon, puis c'est avéré qu'entre-temps, il a découvert qu'il avait une mère, qu'il a voulu la retrouver, et donc qu'il a souhaité retourner en Afghanistan. Donc forcément, ça faisait une fin. Donc là, 2-3 ans avant qu'il aille en Afghanistan, quand il a décidé de rentrer, c'était la fin d'une première étape. Après, il s'est passé des choses en Afghanistan qui sont très importantes pour lui et puis pour sa famille, puisqu'il leur permet maintenant il a permis à ses frères et sœurs d'aller à l'école. Et donc, j'aimerais pouvoir justement continuer mon travail, voilà, avec un espèce d'échange entre lui, resté en France, et voir ce que cette migration lui a permis comment cette migration a permis d'évoluer, et de l'autre côté en Afghanistan, savoir ce que ça a permis justement à la famille restée au pays d'évoluer. Et ça sur plusieurs personnes que j'ai pu suivre pour savoir justement quels sont les effets de cette migration ou non. Donc Gorban, très clairement, il aide sa famille à donner l'accès à l'éducation qu'il n'a pas pu avoir, ou qu'il a eu grâce à la France, mais qu'il n'aurait pas pu avoir en Afghanistan s'il était resté. Voilà. Elena Perlino, à quel moment vous vous êtes dit que vous aviez votre photographie globale de la Goutte d'Or, que votre documentaire, que votre série était terminée? Alors, j'ai pas terminé en fait, parce que il y a toujours des choses à photographier, et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'ai suffisamment de matériel pour raconter l'histoire du quartier? Ça m'intéressait explorer la France comme terre d'immigration, et aussi donner légitimité à des communautés qu'on ne voit pas souvent représentées dans les livres de photographie, et aussi à raconter un quartier méconnu. Et je trouve intéressant la question que vous posez par rapport à la choix des images, parce que je trouve que dans mon cas, j'ai pris beaucoup de prises de vue par rapport au même sujet, mais après, j'ai choisi toujours des photos qui ont une dynamique interne. Genre, dans la photo, par exemple, où il y a les moutons pendus dans la cuisine pendant la fête de l'Aïd, j'avais pris plusieurs photos. Et après, j'ai choisi celle-là parce que j'ai trouvé qu'il y avait un élément de disturbe, que c'est les moutons, de dérangement. De dérangement, pardon. Mais la scène, c'était très relaxé. Bon, tout le monde faisait ces choses comme rien ne se produisait, mais il y avait une présence un petit peu macabre dans la pièce. Et j'ai trouvé les contrastes entre les deux choses intéressants. Après, j'avais pris des photos différentes où tout le monde me regarde, ou sont en train de manger, mais j'ai trouvé ça plus intéressant pour les contrastes. Donc j'aime aussi quand le spectateur il peut avoir la curiosité de comprendre ce qui se passe encore, et donc de ne pas tout raconter avec l'image. Donc un élément aussi de doute, et aussi le droit à l'imagination pour le spectateur.
Alors, en guise de conclusion à cette table ronde, j'aimerais qu'on parle de ce nouveau récit qui a émergé du fait d'avoir photographié des choses aussi proches de vous, même si vous n'aimez peut-être pas ce mot-là, aussi intime, puisqu'il s'agit de moments passés donc avec des proches ou dans des lieux que vous connaissez très bien. Marion Poussier, vous, dans votre projet que vous avez soumis au CNAP, il y a cette question que vous posez qui est: qu'est-ce que ces images racontent de ce que nous avons vécu? Est-ce que aujourd'hui, alors que vous êtes en train de trier, il me semble, ces images, vous avez eu un début de réponse? Ouais, et puis je voudrais rebondir juste par rapport à la question d'avant, parce que effectivement, pour moi, il y avait une fin, parce qu'à un moment, on est rentré, mais il y avait aussi un départ, mais il n'y avait pas de but. Pour moi, c'était important qu'il n'y ait pas d'objectif, qu'il n'y ait pas de but, et j'ai pris vraiment la bourse comme une bourse de création, c'est-à-dire j'essaye, et puis si quand je reviens, ça n'aboutit à rien. Et donc là, aujourd'hui, je reviens sur les images, justement, et j'essaye de voir ce qui se dégage de tout ça, de ce qu'on a vécu, de ce que ça raconte, de ce qu'on a vu. Et je me sers beaucoup des dessins de ma plus petite fille, qui avait 3 ans au moment du départ, et qui s'est mis à dessiner ses premiers bonhommes, et qui sont des espèces de personnages absolument qui font peur, qui sont monstrueux. Et dans les images que j'ai fait, on voit très peu les gens, la population, parce qu'on était beaucoup dans les campagnes, on était vraiment dans un rapport avec la nature. Et elle dessine aussi des paysages complètement fous, quoi. Et donc je me rends compte de la puissance de leur imaginaire, et ça m'intéresse dans les images d'aller chercher ça, des images qui emmènent vers un imaginaire, vers un peu la fiction. Elles vous ont donné un outil de plus pour vos futures photos, c'est ça, un peu? Un outil, je sais pas, mais justement, je me pose la question de cette idée de l'imaginaire et de la fiction, alors qu'on est dans quelque chose de très réel. Est-ce que le fait qu'on soit dans l'imaginaire, ça dit moins que le réel, ou au contraire, ça raconte autant? Oui, puis du coup, ça m'intéresse de creuser cette question-là aussi dans mes projets futurs. Pas tellement parce que dans les images, il n'y a pas de mise en scène. C'est vraiment une manière d'attention, quoi, aux choses et aux gens. Et dans des projets que j'ai pu faire en parallèle ou ensuite, j'aime aller un peu plus vers la fiction, plus dans le montage des images les unes entre elles que dans la réalisation. Mais du coup, je pourrais dire que ça m'a permis d'envisager quand même une manière de photographier aussi différente qui est apparu à ce moment-là, quoi. Vous avez vécu un nouveau jour, on pourrait dire. Ouais. Pour faire quoi le titre de votre projet? Et ben, on voit pas trop dans les images, mais il y a un rapport à la nature aussi qui est très présent. Et il y a des images où il y a un rapport de distance. Il y a des images où on est très loin dans le paysage, et d'autres qu'on n'a pas dans cette série-là, mais qui sont vraiment des gros rapprochements, presque des zooms sur des parties de nature qui deviennent complètement fantastiques. Et c'est quelque chose aussi que je ne faisais jamais, regarder le paysage, regarder ce qu'il y a autour de moi. Enfin, c'est pas que je le faisais pas, mais je le photographiais pas. Et donc voilà. Olivier Jobard, vous m'avez dit avant qu'on se rencontre ici que vous aviez fait des commandes, vous aviez répondu à des commandes pour la presse pour lesquelles vous vous retrouviez avec souvent les mêmes récits. Voilà, on est parti de notre pays parce qu'on était menacé, voilà, et que. Mais ce qui est vrai, par ailleurs, parce que ce sont des histoires fortes et importantes, et il faut les raconter, mais souvent dans la presse, voilà, on se retrouve avec cette gamme-là d'histoires, et ce temps long que vous prenez, la relation au long cours que vous entretenez avec les sujets que vous photographiez, vous permettent, m'avez-vous dit, d'envisager un nouveau récit. Et vous avez d'ailleurs une anecdote sur ce migrant afghan. Oui, j'ai rencontré lors d'un projet financé par le CNAP où j'avais suivi un groupe de 5 jeunes Afghans. Il y en a un qui est arrivé en Allemagne. Donc j'ai passé 5-6 mois sur la route avec lui. Puis j'ai continué à le voir plusieurs fois en Allemagne. Et quand je suis allé le voir, c'était peut-être 1 an après son arrivée, au moment où justement il devait faire sa demande d'asile, où il était toujours dans ce fantasme de croire que... Enfin, non, là c'est pas un fantasme en fait, pardon. C'était voilà, il avait besoin d'avoir une version officielle qui était celle qu'il m'avait toujours donnée, qui était à moitié vraie, sur le fait que il avait convoyé pour
pour des sociétés qui travaillaient pour l'armée américaine en Afghanistan. Donc sur des bases américaines, il avait convoyé du pétrole, et que donc il était menacé maintenant, puisque les Américains étaient partis, et menacé sur place par les talibans. Et c'est souvent ce qu'on entend voilà, l'acceptation de rester dans un pays européen est souvent liée à cette demande d'asile, et donc du coup il faut avoir une histoire qui puisse rentrer dans les cases de l'OFPRA, et évidemment la menace par les talibans est un critère qui fonctionne pour pouvoir avoir cet asile. Et en fait, au bout d'un an, quand je suis retourné le voir et qu'il avait eu ses papiers, il m'a dit: il faut que je t'avoue quelque chose, c'était pas du tout ça en fait. Enfin, c'était un peu ça, mais pas vraiment. La vraie raison, c'est que très jeune, je suis tombé amoureux de ma voisine, et que cette femme a été mariée à un autre homme, et que c'était pour moi absolument impossible. J'étais tellement amoureux d'elle. D'ailleurs, je ne serai plus jamais amoureux de ma vie, c'est ce qu'il m'a dit. Mais c'était tellement dur pour moi de risquer de croiser cette femme qui était dans la rue, qu'il a fallu que je fuis, parce que c'était trop dur pour moi. Et je lui ai dit, je lui ai expliqué à quel point ça me faisait déjà plaisir qu'il me raconte ça, parce que c'était une marque de confiance. Mais en plus, ça me touchait d'autant plus. Enfin, pour moi, c'était quelque chose qui me ressemblait tellement. Enfin, qui du coup, il me touchait plus, parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver à chacun de nous, et qui était plus universel finalement que de risquer sa vie d'être parlé, et que donc forcément c'était quelque chose qui pour moi voilà, et voilà. Et donc voilà, c'est le fait de vous engager dans une relation forte, en fait, d'amitié. l'amitié, c'est ça, c'est quand on peut se raconter des secrets, voilà. Quand on peut commencer à se raconter des secrets, et du coup c'est là où je trouve que ça fonctionne, et c'est là où l'intérêt de passer du temps, de créer des liens, de créer cette intimité où on demande beaucoup aux autres, et du coup il y a un échange, on est aussi obligé de donner beaucoup, ça a de l'importance dans ces moments-là, et aussi dans la façon de photographier, la distance qu'on peut avoir avec les gens. Enfin, voilà. Mais du coup, c'est voilà. Elena Perlino, pour finir, je sais qu'on me fait des signes, qu'on s'impatiente. Vous m'avez dit que ce projet Microcosme à la Goutte d'Or, ça vous avait permis de nouer des amitiés dans un quartier où finalement vous êtes arrivé assez récemment avec votre fille, où vous étiez sans doute un peu plus seul que maintenant. Est-ce que le fait de s'engager un peu plus émotionnellement dans un lieu avec les gens qui y habitent, ça vous a permis de produire quelque chose d'un peu différent de ce que vous avez fait avant ce projet? Oui, je suis toujours étonnée, parce que des fois on pense qu'on peut avoir des rencontres plus simples que les autres, et par rapport à ça, je me souviens qu'à l'école de ma fille, il y avait beaucoup de femmes tunisiennes, donc je me suis dit c'est l'occasion vraiment de pouvoir en fait défendre le Ramadan comme il faut. Et en fait, la réponse c'était non, c'était pas possible, parce que c'est plutôt intime et privé. Donc j'ai trouvé l'opportunité de participer à des moments privés avec des personnes qui ne me connaissaient même pas. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et créer des liens dans les quartiers, bien évidemment, c'était à travers la photographie, c'était possible, c'est important. Et aussi, je pense, parce qu'ensemble, on a pu aussi travailler sur la direction de pas montrer d'un faisant univoque la réalité. Donc, on peut représenter un quartier dans différents faisans, et mon idée, c'est de les montrer. Donc, on ne doit pas représenter les quartiers dans seulement en vision que c'est toujours la même. Et dans ces cas-là, j'ai eu l'aide de beaucoup de personnes qui ont participé au projet, et même s'il n'était pas forcément en lien avec la photographie, mais avec un échange d'empathie, que c'était à la base de tout. L'empathie qui a changé la manière d'envisager votre documentaire. Des liens qui perdurent encore maintenant. Merci beaucoup à vous trois, Olivier Jobard, Elena Perlino, Marion Coussy.